Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Nous allons du coup commencer la session de ce matin. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Mourgue, qui fait partie de la Caisse d'épargne Côte d'Azur et avec qui nous travaillons depuis déjà 3 ans. Donc, au programme de cette session, nous allons parler déjà dans un premier temps de son rôle en tant que RSSI. Nous allons après évoquer les menaces cyber auxquelles il fait face et notamment avec la Caisse d'épargne. Comment il gère la protection de ses collaborateurs et, de manière générale, le risque cyberhumain. Quelles, du coup, bonnes pratiques ou solutions il met en place, pour quels bénéfices. Et on va aborder aussi la conformité DORA. Sur ce, je vais laisser la parole à Éric Mourgue, que dans un premier temps, déjà, il se présente. Donc merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, merci à vous de mettre en place ce talk pour pouvoir échanger sur les métiers de la sécurité et plus particulièrement le mien en tant qu'RSSI. Donc, le but du jeu, c'est que je puisse vous partager un maximum d'informations sur mon expérience, mon mode de fonctionnement au niveau de mon établissement. Donc, rapidement, je suis RSSI de la Caisse d'épargne Côte d'Azur depuis bientôt 3 ans. J'arrive du monde de l'informatique, puisque j'étais auparavant pendant 7 ans adjoint puis RSSI au niveau de l'entreprise qui développe la solution informatique du groupe Caisse d'épargne, de notre système d'information. Et j'arrive du monde du développement, puisque je suis d'origine développeur. Et donc, j'ai évolué sur le monde du développement, du projet, pour arriver sur les parties sécurité et pour terminer en tant qu'RSSI. Voilà. Voilà pour vous donner à peu près le fil en termes de carrière et mon arrivée en tant que RSSI de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Merci beaucoup Eric. Je me présente très rapidement. Je suis Nils Bernardet et je travaille chez Anotherway et j'accompagne Eric depuis le début de notre collaboration. Eric, est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur ton rôle au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, ainsi que le périmètre de tes fonctions au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur? Oui, alors donc je suis donc le RSSI officiellement au niveau de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. À ma prise de poste, j'assurais uniquement ce rôle-là. Depuis 3 mois aujourd'hui, on a mis en place une unité qu'on a nommée Unité Risque Cyber et IT au niveau de mon établissement. Et donc, je suis passé en même temps que le RSSI manager de cette structure et j'encadre notamment le RPCA, qui est la personne qui est dédiée à la continuité d'activité, et la DPO, qui est la personne qui est en charge de toutes les problématiques liées aux données personnelles. Donc mon rôle en tant que RSSI, on va dire c'est le rôle standard d'un RSSI. Alors je vais prendre les 3 sigles GRC. Donc le rôle de RSSI, c'est de faire de la gouvernance au niveau de la sécurité. Donc quand je parle de gouvernance, c'est décliner une politique de sécurité au niveau de l'établissement. Donc la décliner, la faire comprendre aux personnes. Donc toute une partie sensibilisation. Ça, c'est la partie très importante au niveau gouvernance. Ensuite, on a la partie risque, donc c'est de pouvoir assurer un niveau de sécurité au niveau de mon système d'information. Donc, regarder l'état du système, analyser les risques qui peuvent potentiellement y porter à travers des menaces, y remédier et donc avoir un système le plus sécurisant possible pour nos collaborateurs et aussi pour nos clients finaux, puisque en étant au niveau de l'établissement bancaire, on se doit d'avoir le maximum de sécurité pour donner à nos clients un maximum de confiance dans nos outils et dans la relation qu'ils mettent en place avec nous. Donc ça, c'est la partie risque. Et pour terminer, la partie compliance, conformité et contrôle, bien sûr, qui est le fait de pouvoir contrôler et regarder si l'ensemble des exigences de sécurité que je souhaite décliner dans l'entreprise au niveau de la politique sont bien respectées par les collaborateurs, voilà, autant dans les projets que dans leurs actes quotidiens. Voilà, donc ce qu'on appelle la GRC, qui est pour moi le cœur de métier d'un RSSI. Et aujourd'hui, là, dans toutes les fonctions que tu viens d'évoquer, Eric, quelle est la perception interne? Quel est le soutien en tant que nous, professionnels de la sécurité, on est convaincus de ces choses-là et de l'importance de tout ce que tu peux mettre en place. Aujourd'hui, comment tu perçois cette sécurité en interne? Est-ce que tu te sens soutenu, que ce soit par les collaborateurs ou par les dirigeants? Quelle est cette perception au sein de ton périmètre aujourd'hui?
Alors, donc, pour un RSSI, alors je vais prendre mon cas personnel, mais déjà au départ, je vais vous donner une vision un peu plus globale. Ce qui est très important dans notre travail du quotidien, c'est d'avoir un rôle de facilitateur. Donc, pour être facilitateur, il faut avoir un lien avec les personnes à tous les niveaux, autant au niveau de nos dirigeants que des collaborateurs qu'on va suivre et qu'on va accompagner dans leur métier et dans l'exercice de leur fonction. Donc, le plus important, c'est d'avoir ce que j'appelle du sponsoring, c'est-à-dire que vos dirigeants ne vous nomment pas uniquement pour avoir un RSSI. Il faut effectivement qu'ils aient bien appréhendé les problématiques de sécurité et de bien comprendre le rôle et les fonctions que le RSSI va devoir décliner dans l'entreprise. Et pour pouvoir le faire le mieux possible, c'est d'être accompagné par des dirigeants qui sont derrière lui, qui disent oui, voilà, il faut que d'ailleurs que ça suive. Donc moi, je dirais le premier acte, c'est de bien faire comprendre à vos dirigeants votre rôle et ce que vous allez apporter dans l'entreprise, puisqu'on a quand même une relation, on va dire business. Donc il faut aussi bien faire comprendre que la sécurité, c'est pas un gadget, ça permet aussi de pouvoir réaliser proprement l'ensemble des activités métiers d'une entreprise. Voilà. Donc, parce que souvent, les dirigeants ont une vision, on va dire, biaisée de la sécurité. Et souvent, ils ont l'idée, on va acheter des outils, on va se protéger techniquement avec les outils. Donc après, on est tranquille. Voilà. Donc, leur faire comprendre qu'il n'y a pas que les outils, il y a aussi toute la partie, il faut suivre le cycle de vie d'un produit, il faut le patcher, il faut regarder les vulnérabilités qu'il peut y avoir. Donc, et ça, leur bien faire comprendre, parce que souvent, cette approche-là est biaisée. Donc ça, c'est la partie, on va dire, recherche de sponsoring. Et après, au niveau des collaborateurs, ce qui est important, c'est d'avoir un message très clair. Parce que souvent, on arrive et quand on parle à des développeurs ou des gens qui vont monter des projets métiers, eux, ils doivent donner un nouvel outil, une nouvelle solution à des clients finaux. Et il ne faut pas qu'ils vivent la sécurité comme oh là là, le RSSI il va débarquer, il va nous imposer des règles à respecter, ça va coûter plus cher le projet, on va prendre du retard dans la délivrance. Voilà. Et donc leur faire comprendre que effectivement ça va peut-être coûter un petit peu plus cher parce qu'il faut prendre peut-être plus de temps en amont pour faire quelque chose de propre, pour que d'ailleurs le projet soit rendu et qu'on n'ait pas de problème de sécurité. Et ça, c'est un rôle de facilitateur. Et ça, c'est le rôle que moi, j'apprécie le plus, c'est la relation humaine. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre du lien humain pour pouvoir faire comprendre nos problématiques de sécurité au niveau des collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est fait partie du job. Et c'est le côté, on va dire, pour moi intéressant, puisqu'on est des très bons techniciens, puisqu'on connaît les outils qu'on met en place, on doit être à un niveau de technicité quand même assez élevé sur plein de problématiques liées aux problématiques de cybersécurité. Mais il y a tout un aspect relationnel et de pouvoir échanger avec des collègues, des collaborateurs, des chefs de projet, qui ont leur propre objectif aussi, et leur faire comprendre aussi, voilà, prenez en compte les aspects sécurité parce que on sera tous gagnants à l'arrivée, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, l'approche, c'est au-dessus et aussi avec les personnes avec qui on travaille au quotidien. Voilà. Non, ça, c'est un très bon point, je trouve, que tu évoques, hein, de pouvoir vraiment jouer sur l'humanité qu'il peut y avoir et la proximité, que ce soit avec les dirigeants ou avec les collaborateurs. Aujourd'hui, comment tu arrives à mettre tous ces éléments-là en place, à les impliquer dans les projets et à leur faire prendre conscience de l'importance des projets que tu peux mettre en place et de mettre en place une politique de sécurité au sein de ton périmètre? Alors pour cette partie-là, il y a pareil, je vais essayer d'être assez focus sur quelques points clés pour pouvoir donner les bons messages à mes collègues RSSI ou la sécurité qui peuvent m'écouter. Le premier point, c'est que si on a l'écoute de nos dirigeants, il faut avoir un peu de budget, voilà, parce que malheureusement, sans budget, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ce qui est important pour un RSSI, c'est d'avoir un budget, une certaine autonomie pour pouvoir lancer des actions, et notamment des actions de sensibilisation. Ça, c'est des aspects très importants. Et quand on parle de sensibilisation, ça accompagne la déclinaison de notre politique de sécurité. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'on mettait en place une politique de sécurité, donc avec un ensemble de règles à respecter
au niveau de l'entreprise. Et pour bien faire comprendre ces règles et pour qu'elles soient appliquées, il faut aller l'expliquer. Il faut monter des procédures. Et le RSSI, en général, il est tout seul. Ou alors il a une équipe, mais il n'a pas forcément une équipe très importante. Et tous ces travaux-là, c'est pas forcément le RSSI qui va le décliner. Le RSSI, il est là pour accompagner, pour mettre en place des exigences. Et ensuite, les procédures, elles sont mises en place par les directions plus opérationnelles. Et donc, le fait d'avoir un budget, ça me permet aussi de lancer des actions de sensibilisation pour pouvoir aller voir les chefs de projet, leur dire voilà, il y a telle problématique de sécurité à prendre en compte dans la gestion de projet, et on va la décliner. Donc, on fait une procédure, ça peut s'appeler une procédure de gestion de projet qui va être respectée dans l'entreprise. Donc, dans cette procédure de gestion de projet, elle va respecter les thématiques liées au développement, à l'accompagnement d'un projet. Voilà. Donc, et ça, c'est la partie importante. En même temps, pareil que la gestion de projet, on va avoir à gérer toute la problématique d'alerte et incident. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on travaille sur les outils, on est tous dans l'informatique maintenant, on a tous un ordinateur, un PC, un smartphone, des tablettes. Et donc, potentiellement, on peut avoir des alertes informatiques, on peut avoir des incidents de sécurité. Et pareil, il faut que ces incidents, ça soit encadré. Donc, le but du jeu pour moi, c'est aussi de faire établir dans l'entreprise des procédures pour que les collaborateurs rapidement ils se disent ah là j'ai un pop-up qui est un peu bizarre sur mon ordinateur, vers qui je me tourne, voilà, c'est quoi la démarche, là j'ai un incident, ça marche pas correctement, vers qui je me tourne, voilà. Et ça, le but du jeu, c'est politique, sensibilisation, mettre en place des procédures, et ensuite bon, derrière on les contrôle. Voilà la déclinaison. Alors c'est peut-être un peu long, mais en tout cas c'était et donc, avec mon budget, ça permet de faire des actions de sensibilisation et de pouvoir aussi accompagner tous ces aspects-là, de mettre en place des procédures opérationnelles pour décliner la partie exigence de sécurité dans l'entreprise. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à tout ça et notamment par rapport à l'aspect budgétaire. On voit aujourd'hui qu'il y a un niveau de menace qui explose. Et ça va faire, je vais te poser deux questions en une. Aujourd'hui, enfin, notamment en 2024, vous, en tant que Caisse d'épargne Côte d'Azur, mais également, voilà, tu fais partie d'un groupe qui est BPCE, qui était sponsor premium des JO. Aujourd'hui, quelle a été ta plus grosse menace cyber lors de l'année 2024? Et est-ce que tu as vu les budgets bouger par rapport à cette évolution de la menace lors de cette année? Voilà, je vais répondre en deux parties parce que, comme tu viens de le dire, donc, effectivement, la Caisse d'épargne Côte d'Azur, on fait partie d'un groupe qui est le groupe BPCE, hein, qui est aujourd'hui le deuxième groupe français au niveau bancaire, qui était partenaire des premium des JO. Et effectivement, cette année, c'est une année un peu particulière 2024 en termes de menaces cyber, puisque c'était vraiment très, très orienté sur la partie JO. Puisque ce qu'on sait, c'est que normalement, le pays organisateur des JO, automatiquement, est beaucoup plus visible. Donc potentiellement, on peut attirer pas mal on va dire, de hacking ou de recherche de bénéfices autour de ce type d'événements. Et nous, en tant que partenaire premium, on pouvait aussi être bien ciblé. Voilà. Donc la plus grosse menace cette année, je pense, c'était lié à cette déclinaison des JO. Après, tu as tout l'aspect politique aussi international avec les événements en Ukraine. Bon, voilà. Donc, tu as toute une partie géopolitique aussi à prendre en compte pour un groupe tel que le nôtre, BPCE. Donc moi, au niveau Caisse d'épargne Côte d'Azur, effectivement, on a été dans le bain de ces menaces-là, mais c'était quand même piloté par notre groupe BPCE qui a assuré les principales protections et surveillance de ces problématiques de menaces. Et pour répondre à ta question de manière plus précise, pour moi, cette année, c'était vraiment, il y avait deux aspects. Il y avait le risque d'attaque DDoS, donc ce qu'on dit attaque pour essayer de baisser le niveau enfin, sur le site internet du groupe Caisse d'épargne, de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, pour que les clients disent oh, il y a un problème, ça répond moins vite, risque de perte d'image par exemple, et
vis-à-vis de nos clients. Et après, on a eu une explosion des campagnes de phishing qui ont ciblé notamment les partenaires premium des JO. Et effectivement, chez nous, on a eu une grosse explosion des tentatives de phishing pour parler de mon établissement. Voilà. Donc, c'était pour moi les 2 grosses menaces qu'on pouvait ressortir du lot dans le panel des menaces cyber auxquelles on fait face en tant que RSSI. Ouais, c'est assez intéressant, notamment dans la position de partenaire que vous pouvez avoir au sein du groupe. Et comment aujourd'hui, et enfin, notamment lors de cette année 2024, tu as pu gérer la protection des collaborateurs en interne et quel est le regard, en tout cas ton regard sur la sensibilisation et les solutions qui sont mises en place pour protéger justement les collaborateurs de ces cases? Alors moi j'ai eu une démarche un peu particulière en arrivant en CCAS il y a un peu moins de 3 ans. Je suis parti sur le fait que comme on fait partie du groupe BPCE, voilà, on a un niveau de protection technique assez élevé. On a des outils, on va dire, opérationnels qui fonctionnent, hein, donc le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, voilà, on le réduit au maximum, Et donc, je me suis dit, sur quel aspect je vais pouvoir, moi, orienter ma politique de sensibilisation. Et ce que j'ai trouvé intéressant à mener, et pour rester dans mes centres d'intérêt en tant que RSSI, dans la relation humaine, je me suis dit, je vais travailler sur l'aspect humain. Parce qu'aujourd'hui, le risque cyber, effectivement, il y a le risque technique. Ça, on a des personnes qui travaillent dessus, qui patchent les logiciels, qui les tiennent à un niveau. Bon, ça, c'est pas. Mais le risque humain, aujourd'hui, on se rend compte, dès qu'on lit un peu la presse spécialisée dans les problématiques de cybersécurité, aujourd'hui, le risque humain, c'est le risque essentiel, pour moi, le plus important. Parce qu'aujourd'hui, je lisais encore ce week-end sur les journaux que je m'amuse à lire le week-end pour passer du temps libre. Il me semble que c'était 90% des attaques sont liées à un risque humain. Alors le risque humain, il est à plusieurs niveaux. Tu as le risque humain, tu as le développeur qui fait une bêtise dans son code. Et donc d'ailleurs, potentiellement, il y a une menace qui peut être liée à ça. Tu as la partie risque humaine. Après le développeur, on a l'administrateur d'un outil qui se plante dans une config, qui patche mal, voilà. Donc on a ce risque humain-là. Et on a le risque humain de la personne devant son ordinateur. Son métier, c'est pas l'IT, c'est pas la cyber, c'est de travailler avec des clients qui vont le rencontrer en agence. Et lui, son usage de l'IT, c'est allez, je vais sur le système d'information de la caisse d'épargne, je gère mon client et d'ailleurs, je communique avec lui. Et donc, comment je communique? Je communique par le mail, par exemple. Et donc aujourd'hui, la passerelle d'attaque, on va dire, sur 90%, la passerelle d'attaque la plus importante aujourd'hui, ça reste le phishing. Et donc le phishing, c'est le collaborateur qui est face à son Outlook, par exemple, il a ses dizaines de mails qu'il va recevoir dans la journée, il est pressé, il a ça à faire, Comment lui apprendre à détecter et à bien gérer la prise en main de ce risque-là. Et donc, j'ai travaillé depuis 2 ans, et notamment avec vous, sur la partie usurpation d'identité et le fait d'éviter d'avoir une trop grande visibilité pour être attaqué, notamment par le phishing, et d'être ce qu'on appelle le spear phishing, d'être ciblé sur du phishing pour pouvoir rentrer chez nous et potentiellement occasionner une vulnérabilité plus ou moins importante qui pourrait ou pas être bloquée. Ouais, justement, tu as anticipé ma question, Eric, hein, justement, c'était désolé. Un peu les solutions. Non, mais c'est le jeu aussi, mais c'est le fruit de cet échange, hein. Mais c'est aussi de voir avec toi quelles sont les solutions de sensibilisation que tu avais pu mettre en place. Donc, de ce que tu viens de dire, il y a une partie aussi avec le travail qu'on mène ensemble, Another Way et CCAS, de faire un focus sur l'humain. Comment tu as perçu justement cette solution par rapport à des solutions de sensibilisation plus classiques? Qu'est-ce que tu as pu en retirer et comment vois-tu, voilà, c'est les 2 solutions qui pour moi sont complémentaires, mais d'avoir ta vision là-dessus, ça me paraît être un élément très intéressant. Ouais. Alors, donc, il y a 2 aspects.
moi, pour aller un peu plus loin dans la partie accompagnement des collaborateurs, si tu veux, nous, ce qu'on fait en ces cas, comme ailleurs, hein, comme doit faire normalement tout RSSI dans son entreprise, je fais la sensible, on va dire, standardisée. C'est-à-dire en général, j'organise des sessions d'information, de sensibilisation auprès des collaborateurs. Donc, le premier point, c'est les nouveaux entrants. Hein, j'accompagne les nouveaux entrants et je leur fais une micro-formation sur les risques cyber. Pareil, sur les managers de l'entreprise, j'accompagne aussi les managers pour leur donner les bonnes pratiques pour que d'ailleurs, eux, ils puissent communiquer auprès de leurs collaborateurs directs les infos de risques cyber que je peux faire passer. Notamment sur le phishing, j'ai fait par exemple des documents que je mets à disposition sur un site intranet qu'on a mis en ligne pour nos collaborateurs, des fiches, comment détecter un phishing, comment lire un mail pour avoir des points rapides en 2-3 points relevés, phishing, pas phishing, je traite pas, ou je remonte mon incident ou mon alerte pour avoir une analyse plus technique, plus complète, avant d'aller plus loin dans la lecture ou dans l'interaction avec le client ou le partenaire que j'ai en face de moi par mail. Voilà. Et donc, en complément de cet accompagnement, on va dire un peu plus standardisé, avec vous, on a travaillé donc avec la partie usurpation d'identité et tout ce qui est autour de l'identité numérique. Et ce que j'ai trouvé très intéressant et ce que je fais moi en général dans toutes les formations, je mélange tout le temps le pro et le perso pour bien faire comprendre aux collaborateurs l'hygiène de sécurité. Moi, je vous demande dans l'établissement d'avoir un niveau d'hygiène de sécurité le plus haut possible, mais ça vous servira aussi dans vos usages perso. Et donc, en travaillant avec vous sur les campagnes de sensibilisation sur le risque numérique, ça m'a permis aussi de faire passer un ensemble de messages. Si vous arrivez à les prendre en compte, à les véhiculer au niveau professionnel, si vous en prenez quelques éléments dans l'usage personnel, on arrive dans une solution gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous gagnez dans votre vie personnelle, auprès de vos conjoints, de vos conjointes, de vos enfants, de vos relations, voilà. Vous avez un niveau de connaissance plus ou moins haut. Après, ça dépend de l'appétence des gens, ils vont plus ou moins loin dans la démarche, mais ils ont un degré, une approche cyber qui leur permet d'augmenter leur niveau de sécurité personnelle. Et donc, comme ils l'augmentent personnellement, ils le ramènent au travail. Donc, au travail aussi, ils ont un niveau de sécurité qui va monter crescendo. Et moi, ça m'intéresse parce que ça me permet de réduire mon risque cyber de par ce biais-là. Par exemple, quand on a fait la partie d'usurpation d'identité, donc j'ai fait une campagne sur tous les collaborateurs de la caisse. Donc tous les collaborateurs ont été testés sur l'usage de leur adresse professionnelle au niveau d'Internet. Pourquoi on a fait ça? C'est que d'ailleurs, c'est de voir un petit peu la visibilité qu'on avait sur Internet de nos collaborateurs et comment on pouvait d'ailleurs faire des actions s'il y avait des dérives, notamment des problématiques de conformité, parce que nous, on a une charte informatique, par exemple, où il est stipulé noir sur blanc qu'une adresse email professionnelle de la CECAS ne doit pas être utilisée à titre privé. Donc, ça me permettait de regarder des gens qui, malheureusement, par facilité des fois, vont utiliser leur adresse mail professionnelle pour aller sur un site, s'enregistrer. Ça peut être pour recevoir une newsletter diverses et variées liées au métier, ou ça peut être je vais faire un achat et je n'y pense pas, et je vais recevoir le mail au travail. Comme ça, comme au travail, je passe 10 heures par jour devant le PC, potentiellement, voilà, je vais l'avoir, quoi. Et donc, derrière, moi, ça me permet de faire des rappels de conformité en disant, voilà, vous avez été détecté, on a vu votre adresse à l'extérieur. Voilà, juste pour rappel, normalement, vous ne devez pas faire ça. Commencez à le corriger. Voilà. Pour aller plus loin, ça m'a permis aussi de regarder la visibilité des personnes, c'est-à-dire sur la partie publique. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les gens, on est passé du web 1.0 qu'on connaissait avant, parce que je suis un petit peu vieux, moi, mais bon, donc j'ai connu le web 1.0 qui était un web très informationnel, au web 2.0. Et le 2.0, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est la relation entre des personnes
par l'outil informatique. Et donc, les gens ont commencé à utiliser ces outils-là, à se créer ce qu'on appelle des profils. Et les profils, en général, ils se créent leur profil, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, adresse, patin couffin, mes hobbies, voilà. Et ça, ils ne se rendent pas compte de la partie risque, puisque d'ailleurs, c'est visible. Et donc, avec les travaux qu'on a fait avec votre aide, ça m'a permis aussi de faire passer des messages, c'est-à-dire de donner l'information aux personnes, de dire voilà, regardez votre visibilité, comment on vous voit de l'extérieur. Et donc, ça se donne, il y a un risque pour vous, personnel, puisque vous donnez des informations personnelles, bien souvent, et pour nous, entreprises, puisqu'il y a un risque par ce biais-là, que vous recevez, par exemple, du phishing ciblé, et que potentiellement, vous nous faisiez porter une menace en interne. Voilà. Et donc, toujours dans cette relation gagnant-gagnant, on a fait des fiches réflexes pour dire aux gens comment bien paramétrer leur compte LinkedIn, comment bien paramétrer leur compte Facebook, comment bien paramétrer leur compte Instagram. Avoir des profils, oui, mais peut-être pas publics à la terre entière. Mais peut-être aussi augmenter le niveau de sécurité en mettant ce qu'on appelle une double authentification quand c'est possible. Et de plus en plus sur le site internet, ces solutions-là sont mises en place. Donc, donner cette hygiène informatique à mes collaborateurs, à mes collègues de bureau en réalité, hein, à toute l'entreprise, pour que d'ailleurs, dans leurs usages personnels et aussi professionnels, on augmente ce niveau de sécurité. Voilà. Donc ça, c'était pour moi des solutions gagnant-gagnant, et je suis bien dans mon rôle de facilitateur et de mettre cette relation de confiance entre moi, le RSSI, mes collaborateurs et mes pairs aussi, et derrière nos clients finaux. Parce que si, par exemple, un conseiller bancaire, il a une connaissance sur les problématiques cyber, il va peut-être en parler à nos clients. Et donc, ça fait aussi une relation de confiance. Et donc, on arrive à une relation gagnant-gagnant-gagnant. Et pour moi, c'est super important, quoi. Voilà. Et ouais, tu viens clairement de faire un zoom sur voilà, le risque humain. Là, pour toi, aujourd'hui, est-ce que dans les stratégies cyber mises en place, un peu de ce que tu peux lire ou même vous en interne au sein de BPCE et de la CECAS, est-ce que ce risque humain pour toi est suffisamment pris en compte par rapport à tous les aspects techniques qui sont peut-être plus réglementaires? On y viendra après sur toutes les réglementations conformité qu'il peut y avoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet aspect humain est assez pris en compte? Alors, je pense qu'il est alors chez nous. Alors, je vais parler au niveau CECAS, oui. Aujourd'hui, je pense que ce risque humain, il commence, il est bien pris en compte. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait des campagnes sur ces sujets-là. Donc, j'interviens dans à peu près toutes les directions de mon établissement pour parler de ces problèmes-là. On communique fortement. On met en place, tout à l'heure, ce que je te disais, on a mis en place des fiches réflexes. J'interviens dans l'ensemble des parcours des collaborateurs de mon établissement. Donc, je pense que cette partie-là de prise en compte, oui, il est prêt, il commence à rentrer dans les usages. Et je me rends compte même des fois quand on fait des pauses café ou quand on a des réunions, on va dire, d'entreprise, les gens l'ont pris en compte. Voilà, l'ont pris en compte. Après, donc au niveau du groupe BPCE aussi, je pense que ces messages-là, en tout cas, les messages passent. Et comme alors, même si je reste au niveau BPCE dans mon monde un peu plus cybersécurité, les gens sont au courant, mais je pense que le message passe pareil que dans mon établissement. Voilà. Moi, chez moi, ça passe, je le sais, parce que je rencontre tous les niveaux toutes les personnes dans les métiers l'ont pris en compte. Souvent, on me parle, ça a permis aussi dans les relations familiales, ils en parlent à leurs enfants et tout, donc je vois que le message, il suit. Et pour moi, on est en net progrès. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que nos dirigeants avaient une vision très technique de la cybersécurité, aujourd'hui, ils ont vraiment appréhendé cette partie, le risque humain. Quand je leur en parle, ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, c'est hyper facile, même pour des gens qui c'est pas leur métier, hein, d'aller faire une recherche Google avec leur nom, prénom, de voir un petit peu ce qui ressort, tu vois.
et de dire ah, ben là c'est bizarre, on me voit mon adresse personnelle, oui parce que avec votre épouse vous avez acheté une maison, vous avez fait un contrat, vous louez quelque chose et on va vous retrouver sur un site tel que Papers parce que c'est référencé. On va avoir l'acte de vente, l'acte d'achat, l'acte de location et d'ailleurs on a votre adresse, votre numéro de téléphone, tout ça quoi. Voilà. Donc Et justement, ouais. par rapport à ça, excuse-moi, là, je t'ai coupé, Eric, mais Ouais. ça me fait, il y a une question qui me vient aussi pour aussi renforcer un point que tu as évoqué tout à l'heure. C'est pourquoi aujourd'hui, en quoi les usages personnels qu'on peut tous avoir sur Internet peuvent générer une faille de sécurité dans le monde professionnel. Alors, il y a plusieurs aspects là. Pour moi, il y en a deux. L'usage personnel, c'est ce qui peut être intéressant, c'est de traiter aussi la problématique, les outils personnels. Aujourd'hui, tous les collaborateurs, enfin tout le monde maintenant a un appareil mobile dans la poche. Et ce mobile dans la poche, il va sur le bureau, il est à côté de l'ordinateur. Et facilement, on va être en train de mélanger un petit peu l'usage personnel professionnel, puisque les outils sont à côté, se ressemblent, c'est de l'informatique. Et donc facilement, on va avoir ce risque de passer des données du perso vers le pro. Et donc c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le PYOD, apporter votre matériel personnel. Donc ça, c'est un risque. Et donc, nous, on a des différents niveaux de sécurité pour le limiter. Hein. Par exemple, nous, c'est interdit de brancher du matériel sur les ordinateurs. On a bloqué les ports USB. Donc, voilà, ça, c'est voilà. Et après, pour revenir sur la partie, le risque personnel, c'est si il y a une visibilité publique de personnes VIP, par exemple, au niveau de l'établissement, cette visibilité publique peut occasionner un risque au niveau de l'entreprise. Par exemple, un patron d'agence où son adresse personnelle est visible publiquement, si par exemple on monte un crédit à un particulier ou un professionnel et que pour une raison X ou Y, le crédit n'est pas accordé, potentiellement il y a un risque. Il y a un risque humain, il y a un risque physique. Et nous, au niveau de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, pour nous, la priorité, c'est de protéger nos salariés. Et je participe aussi, par ce biais-là, à les protéger, en leur montrant les risques liés à l'identité numérique, le fait qu'il y a une non-maîtrise de cette identité numérique dans un usage privé peut occasionner un risque pour l'entreprise et donc pour notre collaborateur. Et donc, c'est pareil, c'est toujours ma relation gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que lui, ça évite d'avoir des risques physiques chez lui pour lui-même, sa famille, ses proches. Et pour nous, c'est aussi un risque, parce que c'est-à-dire que si un salarié a ce type de problématique-là, potentiellement, on peut avoir un problème chez nous, parce que le salarié peut être forcé pour une raison X ou Y à valider un crédit, parce que il y a peut-être quelqu'un qui a pris en otage ou qui fait du harcèlement à sa famille. Voilà. Donc, c'est quand même un risque qui est très important aujourd'hui. Et le fait de réduire cette empreinte numérique au niveau des salariés est pour moi essentiel. Quoi. Parce que souvent, quand on parle de problématiques d'empreinte numérique, il y a deux aspects. Il y a l'empreinte numérique qu'on décide de laisser sur Internet et il y a l'empreinte qui reste parce que on navigue sur Internet. Donc, on travaille sur Internet, on fait des actions sur Internet et on laisse des traceurs un peu de partout. Quoi. Et ces traceurs-là, ils peuvent être assez facilement récupérés, utilisés. Et malheureusement, souvent, l'être humain étant ce qu'il est, à mauvais escient, et ça peut revenir en boomerang. Quoi. Voilà. Ah, c'est très très intéressant, je trouve, ce que tu dis par rapport à tout ça et notamment le lien que tu fais entre le physique et la cyber, dans le sens où une mauvaise empreinte, une mauvaise hygiène numérique peut aussi entraîner des risques physiques. Tu l'as évoqué, et notamment sur tout ce qui peut être fuite de données, des fuites de données où les personnes n'ont pas forcément conscience. Toi, aujourd'hui, quel bénéfice as-tu pu percevoir de traiter le risque humain, peut-être en lien aussi avec les fuites de données, et peut-être éclairer ces personnes lorsqu'ils ont des fuites de données qui les concernent, mais ils n'en ont pas forcément conscience, ils n'ont pas le savoir là-dessus.
Quel bénéfice vois-tu par rapport à ça, de les protéger de ce genre de choses et comment tu as fait pour leur en faire prendre conscience et qu'ils en ressortent plus forts et mieux protégés? Ouais. Alors, deux niveaux. Alors, il y a deux niveaux. Il y a ce que j'appelle moi les VIP. Alors, c'est une notion que j'aime pas trop, mais parce que pour moi, il y a personne qui est au-dessus des autres. Mais bon, on va dire où il y a le plus de risques. Donc, c'est en gros nos dirigeants, nos directeurs que j'ai protégés avec une offre ciblée où ils ont sur leur smartphone en temps réel des alertes sur des potentielles fuites de leurs données personnelles ou des données qu'ils ont chargées dans l'outil. Donc ça, c'est un premier niveau de protection et de surveillance, puisque par ce biais-là, on peut être attaqué, notamment pour ce qu'on appelle la fraude au président. J'essaie de mettre un peu des mots un peu de interactifs, donc la fraude au président. Après, les collaborateurs, le message, alors je peux pas les équiper d'une solution clé en main à tous. Je passe par des relais. Je fais beaucoup de réunions au niveau des unités de l'entreprise pour passer de l'information sur les usages et la bonne hygiène de sécurité. Et quand j'y vais avec les chiffres de l'empreinte numérique et je leur parle au niveau de leur unité. Voilà le nombre de personnes où on a trouvé des données sur Internet visibles, des mots de passe. Plein d'événements, voilà. Et donc, je passe l'info, je leur donne leur scoring par rapport aux autres unités. Donc, je fais un peu aussi le jeu d'avoir les bons élèves et les mauvais élèves, ce qui permet de remonter progressivement et qu'on n'ait que des bons élèves à l'arrivée. Donc, ça, c'est des moyens intéressants aussi pour faire progresser l'entreprise et les collaborateurs. Et après, dans le rendu, comme tu me disais tout à l'heure, pour répondre précisément à ta question, où je m'en rends compte, c'est que déjà, beaucoup de personnes, quasiment tout le monde me parle de ça. Donc, c'est-à-dire que le message est passé et avec un retour très, très positif. Très positif. Je vois quand je fais mes empreintes numériques, parce que j'en fais 2 par an, que mon scoring baisse. C'est-à-dire que derrière, je me rends compte que les gens font les actions, puisque notre niveau de menace baisse proportionnellement. Donc je me dis, bon, ce travail-là, il est bien appréhendé. Et après, je me rends compte au quotidien dans les échanges que j'ai avec les gens, puisque quand on fait des projets, ou quand on va discuter sur un usage informatique, sur un outil, une solution qu'on est en train de mettre en place ou un nouveau produit, dans l'interaction, les gens font attention. Donc, ils me disent, ouais, tu vois, l'email, là, j'ai déclaré un phishing, tu vois, celui-là, il est passé en phishing. Ouais, la fiche réflexe sur Instagram, elle était super bien, je l'ai envoyé. Donc, je me dis, ce retour, je l'ai par les gens. Voilà. Et c'est là que je me rends compte. Et je me rends compte aussi, quand on fait des projets, facilement, un chef de projet va venir vous voir pour me dire, j'ai un projet informatique, est-ce que tu peux m'accompagner pour faire une analyse de risque du projet? Alors qu'avant, alors c'est pas pour dénigrer, mais on va dire il y a 2-3 ans, je pense qu'il n'aurait pas fait l'effort. Parce qu'il aurait dit, il va encore m'embêter avec l'étude d'hygiène de sécurité, le RSSI, je vais faire mon truc et à la fin, il verra bien ce que. Voilà. Et donc là, je pense que ce message-là, il m'a permis aussi de faire augmenter la prise en compte des aspects sécurité dans tous les aspects quotidiens, que ce soit le projet ou l'usage de l'outil informatique, quoi. Et je rigole parce que des fois, je reçois des mails de collègues qui m'envoient un mail pour ce week-end, j'ai vu ça. Donc, je me dis, voilà, alors des fois, ça prend du temps, hein, parce que 1600 collaborateurs, je suis tout seul, mais c'est le côté sympa. Je me dis, je ne sers pas à rien. Et ça me permet de travailler sur le niveau de sécurité qui pourrait être dans mon entreprise. Voilà. Et ça, c'est important puisque plus c'est progresse, plus mon risque baisse. Et normalement, on n'est jamais protégé de tout, mais en tout cas, on tente de limiter et je le vois au quotidien. Donc, pour moi, c'est toujours cette relation gagnant-gagnant Ouais. à tous les niveaux, quoi. Voilà. Ouais, c'est très intéressant et justement faire ce lien aussi. Tu parles, voilà, le risque zéro n'existe pas. On voit aujourd'hui qu'il y a plus en plus de conformités auxquelles vous devez vous référer. On parle de NIS 2, de DORA.
Dora dans l'écosystème bancaire plus particulièrement. Aujourd'hui, voilà, comment vous avez pu anticiper au sein de la caisse ces nouvelles réglementations qui arrivent, ces nouvelles conformités et voilà, quels sont les impacts de ces nouvelles réglementations voilà, toi au niveau de la caisse, et quelle est ta vision plus globale sur ces nouvelles réglementations qui arrivent? Voilà, donc déjà, au départ, je vais te faire sourire. Enfin, oui. Comme je suis sudiste, je vais quand même dire un truc du sud. Hein. C'est qu'en général, ce que je dis souvent et ce que je disais à l'époque, je disais, on fait plus la sécurité, je fais plus que la conformité maintenant, moi. Donc voilà, donc ça je l'ai dit, moi. Voilà. J'aurais fait sourire quelques RSSI dans la salle. Non, après, à force de rigoler là, donc la conformité, voilà, c'est essentiel. Donc rapidement, donc Nice 2, c'est quand même très ciblé. Par contre, je vais parler un peu plus de Dora, qui est vraiment le sujet, on va dire, du jour, puisqu'on doit être en conformité normalement au 17 janvier de l'année prochaine. Donc c'est une grosse réglementation de nos amis de l'Europe qui nous tombe sur la tête là. Mais c'est pas mal, parce que ça permet aussi de travailler sur plein de nouveaux aspects au niveau sécurité, puisque Dora, c'est quand même une grosse partie réglementaire qui arrive sur la partie plutôt continuité d'activité, tout ce qui est résilience en termes d'informatique. Et donc, c'est des aspects qui sont très intéressants à décliner au niveau de l'entreprise. Alors nous, au niveau du groupe BPCE et au niveau de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, c'est des aspects qu'on a pris des définitions de la loi qu'on met en place. Et pour résumer, pour moi, il y a plusieurs aspects d'Andorra. Je vais en retenir peut-être 3 qui sont pour moi les plus essentiels. Le premier, ça fait partie d'un risque cybersécurité qui ne cesse pas d'augmenter depuis des années. C'est le risque de sécurité vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sécurise notre système d'information, on travaille sur les aspects techniques, on travaille sur les aspects humains, ce qu'on a échangé depuis tout à l'heure ensemble. Ça, on le fait. Mais par contre, les entreprises avec qui on bosse, est-ce qu'elles le font? Ouais. Et donc, Dora, un des aspects de Dora qui est intéressant, c'est qu'il nous, entre guillemets, oblige de monter notre niveau de conformité et de sécurité vis-à-vis de cette relation avec les tiers. Donc, c'est au niveau des contrats, au niveau des relations, des comités de suivi d'incidents chez le tiers. Voilà. Et ça, c'est un aspect très intéressant qui nous permet de travailler sur ces aspects-là. On n'aurait pas eu d'aura, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de moyens de faire passer ces messages-là au niveau des dirigeants pour axer, avoir des contrats mieux structurés, plus encadrés, avec des aspects sécurité inclus dedans, la partie continuité d'activité. Voilà, ça, c'est des aspects qui sont intéressants. Alors, pour mes collègues RSSI qui m'écoutent dans la salle, j'espère qu'ils l'ont fait en amont parce que c'est dans 2 mois, Dora, donc il faut l'appréhender, mais c'est un peu comme le RGPD à l'époque. Hein. Le RGPD, c'est pareil. Hein. On l'avait, je ne sais plus combien, 2-3 ans pour le décliner. Mais ça permet quand même, au niveau des entreprises, de bien travailler sur les aspects data. On avait un usage, alors moi j'étais développeur avant, et on n'avait pas cette approche de data, données personnelles, et donc ça permet de progresser. Et moi, Dora, je dirais pareil, c'est des aspects, c'est de la conformité qui nous permet aussi de monter en niveau de sécurité sur certaines problématiques qu'on n'avait peut-être pas autant mis en avant. Donc, j'ai la relation avec les tiers, ce qu'on appelle les risques de supply chain en bon anglais. Le deuxième aspect, c'est la partie les risques de l'IT, informatique. Aujourd'hui, les risques informatiques, l'informatique est de partout. Donc, dans les entreprises, c'est devenu, je pense, le risque majeur, parce qu'aujourd'hui, l'informatique, tout passe par là. Et donc, bien faire comprendre à nos dirigeants et aux acteurs de l'informatique les problématiques liées à ces aspects-là. Et donc, Dora aussi participe, notamment sur la partie la gestion du risque IT. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Et l'intérêt, c'est que sur cet aspect-là, ça permet aussi de peut-être mieux calibrer la politique de sécurité qu'on met en place dans l'entreprise. Donc, de faire évoluer nos règles de sécurité pour nous mettre en conformité, mais peut-être aussi être des règles plus précises, plus compréhensibles des gens. Voilà, donc c'est des aspects aussi intéressants. Et le troisième aspect, c'est la partie alerte IT, toute la problématique de la gestion à tous les niveaux,
des problématiques d'alerte de sécurité au niveau de l'informatique. Toujours très orienté contenu d'activité, hein, parce que DORA, c'est quand même une réglementation qui tourne beaucoup au niveau de la continuité de l'informatique au sens large. Et donc, non, c'est toujours intéressant. Alors, au début, j'ai rigolé avec la conformité, mais ça permet aussi, la conformité nous permet aussi de faire progresser la sécurité. Voilà. Juste des fois, je me demande, la conformité, ça serait cool aussi que des gens qui travaillent réellement dans la sécurité puissent aussi travailler dans la partie conformité au niveau européen. Voilà. Mais bon, ça, c'est entre nous. Ah, mais Et dernière, ouais, je te pose juste une dernière chose concernant Dora et la question me vient là. Dora, tu parlais beaucoup des aspects conformité, etc. Pour toi, est-ce que dans ces nouvelles réglementations qui arrivent, hein, Dora et toutes celles comme NIS2 qui arrivent aussi, pour toi, est-ce que l'aspect humain est assez mis en avant dans ces réglementations ou pour toi, il y a aussi ce loupé qu'il peut y avoir? non, alors moi, alors ça, c'est mon avis personnel, hein, là, franchement, parce que moi, pour moi, non. Sur Dora et Autant Nice 2, là, on est vraiment sur des problématiques, on va dire, techniques. Techniques. La partie humaine, je la retrouve vraiment sur la partie relation avec les tiers, gestion des tiers. Ouais, gestion des tiers, oui, parce que là, automatiquement, tu rentres dans l'aspect, la relation avec une autre entreprise, donc avec d'autres personnes en face de toi. Et donc, on retrouve l'aspect humain où, normalement, il faut que la personne avec qui tu travailles, il ait un niveau de sécurité adéquat. Et donc, voilà, on va reboucler dans la partie. Moi, je sais que, en général, hein, quand je rentre en relation avec quelqu'un qui est extérieur à mon entreprise, le premier truc que je fais, je vais faire une bonne recherche Google là pour voir un petit peu si la personne elle publie tout n'importe quoi sur Internet. Ça va pas forcément m'aider à rentrer en relation avec eux, tu vois. Voilà. Donc parce que je me dis, si le mec il a une hygiène, je suis direct, le mec, c'est ce qu'on dit à Marseille, je m'excuse, mais s'il n'a pas une bonne hygiène numérique, que je retrouve ses photos de vacances, avec qui il vit, ce qu'il fait. Oui, je vais peut-être pas travailler avec sa boîte ou avec lui parce que je pense que je vais avoir des problèmes derrière de sécurité, tu vois. Donc, oui, pour moi, oui. Ces aspects-là, l'humain, il est sur ça. Après, le reste, en général, ce qui nous arrive de réglementation européenne, l'aspect humain, c'est pas forcément leur premier dada quand même. Hein. Bon. Ouais, c'est sûr. Voilà, je déborde un petit peu la sécurité, mais bon, voilà. Non, mais c'est très intéressant de voir, voilà, par rapport à tout ce que tu as mis en place aussi et de voir si ces nouvelles réglementations sont, voilà, sont en phase avec tout ce que tu peux mettre en place. Et de Non, voir pour moi, c'est des moyens. Alors, je te coupe juste. Pour moi, en tant qu'RSSI, et je pense pour beaucoup de RSSI, toutes ces réglementations, elles nous permettent de nous faciliter le travail. Parce que d'ailleurs, nos patrons, ils sont obligés d'être en conformité. Donc, c'est quand même un plus pour nous, quand même. Pour des RSSI comme peut-être plus de difficultés, parce que moi j'ai pas de problème avec mes patrons, donc tant mieux, mais des RSSI qui auraient plus de problématiques de faire passer des messages sur des problématiques de sécurité, eh ben, le fait que là il faut être en conformité, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se donnent les moyens de pouvoir les mettre en place, tu vois. Donc je pense que ça permet aussi de faire monter de gagner du temps, ouais, ça, et de gagner du temps dans la recherche de sponsoring. Là, ils n'ont pas le choix, il y a une date qui arrive, il faut mettre un petit peu de moyens, sinon c'est eux qui vont morfler, c'est l'entreprise qui va morfler en termes d'image, en termes peut-être pécuniaires. Donc, ça permet aussi de, en tant qu'RSSI, d'avoir des moyens pour pouvoir réaliser nos actions de sécurisation au maximum de notre système d'information. Donc pour moi, c'est intéressant. Hein. C'est comme le RGPD à l'époque. Alors avant, ça s'appelait des CID, maintenant c'est les DPO. Ça leur a donné des moyens énormes pour pouvoir faire passer des messages. Et là, on est vraiment sur la sécurité des personnes parce qu'on traite des données personnelles. Donc je veux dire, d'ailleurs, tout à l'heure, je rigolais sur la conformité, mais c'est quand même, non, c'est souvent très utile aussi pour nous donner des moyens pour faire notre boulot, quoi. Donc, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Je propose à Charline de reprendre la main pour répondre aux questions qui ont été posées. Donc, Charline, je te laisse la main et encore un grand merci, Eric, pour
pour ces partages. Encore merci à toi, Nice. Alors, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'ai essayé de parler doucement, mais je sais que je parle trop vite. Tu vas encore parler, il y a quelques questions et elles sont pour toi. Allez, vas-y. Oui, j'enchaîne du coup. Merci à tous les deux déjà pour cet échange enrichissant. On va passer quelques minutes ensemble encore pour répondre à quelques questions posées du coup par les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc déjà, la première, Eric, vous étiez manifestement mis en lumière sur la période des JO. Avez-vous mis en place des mesures de sécurité particulières, tant au niveau technique qu'organisationnel, avant et pendant la période des JO? Et dans l'affirmative, avez-vous conservé tout ou partie des mesures mises en place? Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais oui, en amont, il y a eu des retravaux qui ont été faits, notamment sur la partie Internet. Tout ce qui est visible du groupe BPCE sur Internet a été inspecté de fond en comble pour éviter au maximum d'avoir des attaques par ce biais-là. Donc oui, en amont, il y a eu des retravaux menés, notamment sur la partie visibilité Internet de notre groupe et de nos structures. Pendant, on va dire que c'était plutôt de la surveillance et d'être capable de réagir au plus tôt si on avait une attaque ou des alertes liées à ces problématiques de cybersécurité. Mais après, pendant, c'était plutôt, alors c'était pas, alors, et c'est si aussi, hein, mais c'était vraiment la sécurité des personnes et des biens pendant les JO qui était vraiment mis en avant, donc plutôt les fonctions RSPB, chez nous ça s'appelle un respect de sécurité des personnes et des biens, puisqu'il y avait vraiment, il y a eu, comment ça s'appelle, le truc avec la flamme qui s'est promené dans toute la France, là, le parcours de la flamme. Donc il y avait des aspects, il fallait accompagner tout ça, les parcours. Hein, donc il y avait quand même beaucoup d'aspects sécurité physique des personnes et des biens. Donc pendant une grosse surveillance côté SSI pendant les JO pour être au plus tôt dans l'action dès qu'il y avait un voyant orange qui se mettait en place. Et après, bien sûr, on a gardé l'intérêt d'avoir mis ces moyens-là, c'est que les travaux qu'on a menés, notamment en amont, de faire ce qu'on appelle des cartographies, d'inventaire de tout ce qu'on a de visible sur Internet, c'est du pain béni pour la suite parce que d'ailleurs, on a mis à jour notre cartographie et donc ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise de notre visibilité après ces JO. Alors, j'espère avoir répondu à la question sans rentrer trop dans le détail de. Je pense, merci. Du coup, j'enchaîne sur la deuxième. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, donc c'est l'occasion peut-être de détailler un petit peu plus. La question est: effectuez-vous une surveillance des informations publiées sur les web, visibles, dark web, deep web, de vos personnels sensibles, donc les dirigeants, les personnels exposés professionnellement, etc. Oui, tout à fait. Oui, on a des partenariats qui me permettent de surveiller ces aspects-là. Tout à fait. Et c'est plus large que les personnes sensibles. On surveille tout ce qui est à notion Caisse d'épargne Côte d'Azur ainsi que BPCE et Structé, oui, tout à fait. Ok. Ensuite, il y a une question un peu plus sur la sensibilisation. Pareil, vous l'avez évoqué, mais donc quels sont les messages principaux que vous avez diffusés ces derniers mois et que envisagez-vous de diffuser en 2025 auprès des collaborateurs de votre entité? Alors, j'ai répondu un petit peu en focus. Moi, ce que je mets en avant, c'est le phishing. Donc, franchement, là, sur le phishing, je mets à jour tous les 3 mois une fiche réflexe sur le phishing pour la tenir à jour. Et par ce biais-là, je communique à peu près tous les trimestres des chiffres clés pour bien faire entrer dans l'esprit que le risque il est là. Donc vraiment un aspect sur le phishing. On fait des campagnes de phishing. J'en ai pas parlé. On fait des campagnes de phishing chez nous tous les mois auprès de tous nos collaborateurs pour les tester tous les mois. Par exemple, depuis 2 ans, je fais un refocus sur les problématiques liées à l'empreinte numérique. Donc ça c'est pareil, c'est des aspects que je mets fortement en avant sur la partie sensibilisation. Et après pour 2025, sur quels aspects? Alors, je vais continuer sur la partie empreinte numérique,
Et je pense qu'on va faire un rappel sur la partie usage personnel, usage professionnel. C'est alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je mets en place un plan de sensibilisation annuel que je fais valider par mes dirigeants. Et donc, par exemple, pour l'année prochaine, je vais travailler sur l'empreinte numérique et aussi le mélange pro-perso. Voilà. Ok, très bien. On a une question un peu plus au niveau de votre positionnement par rapport à CCAS et BPCE. Quel est votre niveau de rattachement? DG, DSI Alors non, alors je suis pas DSI, parce que nous, on mélange pas la DSI et la SSI, parce que c'est ce qu'on appelle, nous, la partie opérationnelle, c'est la DSI, et nous, on est la partie un peu plus régalienne, puisque nous, tout à l'heure, je vous ai expliqué, on fait la politique, on décline des processus, et après, même la DSI va décliner les procédures opérationnelles. Donc, nous, on est bien séparés. Donc moi, je me situe dans ce qu'on appelle chez nous le pôle présidence. Donc, je suis rattaché à la direction des risques, conformité et contrôle permanent au niveau de l'entreprise, qui est lui-même rattaché au président de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Et donc, je suis, on va dire, un N+2 N-2 du président plutôt. Et la DSI, il a un autre pôle. Donc on est séparés. Voilà. Donc après, on pourrait être à côté. Il y a d'autres entreprises où la DSI est à côté du RSSI, mais jamais, enfin, pour moi, en tout cas, pour respecter une répartition des rôles, le RSSI ne peut pas être dessous la DSI ou dans la même structure. Voilà. C'est mieux séparé, puisque même si on travaille très bien et on doit être de plus en plus en relation étroite, c'est quand même bien de séparer les deux rôles, quoi. Voilà. Tout à fait. Et eh bien, merci beaucoup, Eric. Je vois qu'il est midi, donc nous avons tenu le temps imparti. Juste une petite info pour tous les participants. Vous recevrez le replay à la suite de cette session, que vous pouvez re-regarder, bien sûr. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur notre site web, anotherway.com. Voilà. Merci encore, Eric, pour l'intervention. Merci, Nils, pour l'échange également. Merci à vous encore, et j'espère avoir donné quelques informations à mes collègues, à ceux qui nous écoutaient, dans leur quotidien de RSSI ou d'experts cybersécurité. Tout en rentrant malheureusement pas dans le détail technique, mais c'était pas le but du jeu, mais voilà, c'est faire passer les bons messages et comment j'essaie de travailler au quotidien au niveau de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. En tout cas, merci encore de l'échange. C'était très intéressant et très sympathique. Merci à toi, Eric. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.